Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce stand-up. Un lobbying éthique est-il possible? Alors on commence pas tout de suite, par contre je vais vous demander de vous connecter si vous pouvez à slido.com, donc slido.com, et ça permet de poser en live vos questions, donc pour le moment du débat, qui viendra après les interventions. Mais pour commencer, on aimerait que vous répondiez en un mot à, pour vous, qu'est-ce qu'est le lobbying? Donc voilà, vous vous connectez avec pas besoin de télécharger l'application, juste sur le Safari de votre smartphone ou sur votre ordinateur, slido.com, et il faut juste rentrer le mot de passe stand-up. Voilà, merci. Les consignes sont claires donc, pour tout le monde? Super. Merci à vous tous d'être présents ce soir pour ce premier stand-up sur les questions d'influence. On est ravis de vous avoir avec nous. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, on a monté une filière de spécialisation sur la communication d'influence. Et donc, c'est le premier stand-up sur cette thématique-là. Et donc, on remercie déjà les 3 stand-uppers d'être présents avec nous. Je vous laisse répondre peut-être. Vous voulez un peu de temps pour... Non, ça va aller? Donc, assez rapidement, je pense que vous connaissez tous les règles. Nous avons une première personne, la personne de Karine Jacquemart, qui est directrice de Foodwatch en France, qui sera la stand-uppeuse et qui aura donc 10 minutes pour partager son expérience et son point de vue sur la question qui est posée. Un lobbying éthique est-il possible? Ensuite, nous avons Julie Vallat, qui est responsable du sociétal dans la branche exploration-production chez Total, SA. Et enfin, nous aurons Elsa Foucault, qui est responsable de plaidoyer chez Transparency International, qui vous, du coup, apportera aussi son expérience et sa perspective sur ce sujet-là. Pardon. Julie et Elsa auront 5 minutes seulement, chacune, pour défendre, entre guillemets, leur point de vue, en tout cas partager leur point de vue. Ensuite, vous aurez, comme Arnaud l'a dit, un petit moment pour pouvoir poser des questions en ligne, et je serai le facilitateur entre les questions qui seront affichées et les questions que vous voudriez poser directement dans la salle. Tout est bon. Donc, je donne la parole maintenant à Karine Jacquemart pour sa partie. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors, la question posée est volontairement, je crois, de la part des organisateurs un peu provocatrice, mais je vais vous parler aussi d'expériences concrètes. Déjà, un lobby, c'est quoi? Alors, je suis allé regarder le Larousse, j'avais ma petite idée sur la question, mais le Larousse, il dit un groupe de pression. Alors, ce qui est intéressant, c'est un groupe de pression pour faire quoi? Pour influencer, en fait, la plupart du temps, des décisions politiques. C'est ça qu'on va regarder, c'est ce témoignage-là que je voudrais vous apporter, avec 2 catégories dans ces exemples. Une façon d'influencer les décisions politiques directement et une façon de les influencer indirectement. Car les façons de les influencer, je vous le dis, ne manquent pas. Donc sur l'influence directe des décisions, un lobby d'intérêt privé, un lobby qui représente les intérêts d'une entreprise, d'une multinationale, comment ils influencent des décisions? Est-ce que c'est nouveau? La réponse est non. Et c'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'on a tous les exemples, par exemple, de l'industrie du tabac, qui, à l'époque, a déjà utilisé les mêmes outils, les mêmes ficelles, les mêmes stratagèmes. Et pour en avoir été témoin ces 3 dernières années, il s'est passé, par exemple, exactement les mêmes choses pour les discussions au niveau de l'Union européenne et de la question de savoir si on renouvelait ou non l'autorisation du glyphosate. Ce sont les mêmes choses. Et pourtant, ça marche. Et je crois que c'est ça qui doit nous interroger. Alors, qu'est-ce que c'est ces méthodes de l'industrie du tabac qui sont répétées, répercutées? D'abord, il y a ce qu'on appelle, Stéphane Aurel a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Lobbytomie, que je vous recommande, et alors elle appelle ça la manufacture du doute. Qu'est-ce qui permet de reporter une décision ou faire basculer un décideur politique quand il a une décision à prendre, par exemple sur l'autorisation à donner sur un pesticide? Créer du doute. Parce que les décideurs politiques, ils ont souvent à se prononcer sur plein de sujets différents. Et un décideur politique ne peut pas être un expert de tous les sujets. Donc ils ont besoin à la fois de s'appuyer sur des avis scientifiques et ils ont besoin de s'appuyer sur des avis d'experts.
Eh bien, sur le glyphosate, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On a un organisme qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a dit en 2015, c'est une substance qui est potentiellement dangereuse pour la santé, puisque c'est probablement cancérigène pour l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu une foultitude d'études scientifiques qui sont venues et qui ont été mises sur la table pour dire « mais pas du tout, nous n'arrivons pas à la même conclusion ». Et nous avons même eu pire, puisque nous avons eu l'EFSA, qui est l'agence d'évaluation des risques de la sécurité sanitaire en Europe, qui, elle, est venue dire quelques mois après le CIRC, nous pensons que c'est plutôt improbable que ce soit cancérogène pour l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a différentes analyses scientifiques comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on se rend compte surtout, et c'est ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, que les avis soi-disant scientifiques qui ont informé les autorités d'évaluation des risques sont en fait un copier-coller, en très grande majorité, d'un document qui vient du Glyphosate Task Force mené par Monsanto. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que créer du doute scientifique, créer du doute sur la disponibilité des informations, des analyses de risque permet de faire douter les décideurs politiques, de geler une décision ou de l'influencer. Et ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'étanchéité entre les agences d'évaluation des risques et les responsables politiques et les représentants de lobbies privés. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le glyphosate? Il a été renouvelé pour 5 ans en Europe. C'est même pas qu'on a décidé fin 2017 qu'on allait l'arrêter que dans 5 ans. C'est que ça a été tellement fort ce lobby qu'il a été décidé de le renouveler pendant 5 ans et on se reposera la question dans 5 ans. Donc c'est un cas d'école très fort. Ça permet quoi? Ça permet de gagner du temps. D'autres exemples sur, par exemple, le logo nutritionnel. À Foodwatch, on se bat pour lutter contre la malbouffe et il y a 1 enfant sur 6 en France en surpoids ou qui souffre d'obésité. Oui, on trouve qu'un logo nutritionnel coloré à l'avant des emballages pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits et pouvoir les comparer, c'est utile. Eh bien, en 2010, on le sait, c'est documenté, le lobby de l'industrie agroalimentaire qui défendait ses propres intérêts a dépensé 1 milliard d'euros pour bloquer le projet qui est un logo nutritionnel obligatoire en Europe. Et ils ont réussi, ça a été bloqué. Total, aujourd'hui, on n'a que la France, l'Espagne et la Belgique qui viennent d'adopter un logo, le Nutri-Score, et ça ne peut être que sur base volontaire. Bien ça, ce sont des exemples qui ont montré que les stratégies du lobby qui sont bien connues marchent encore. Ensuite, il y a une façon indirecte. Quand on voit par exemple que Coca-Cola est partenaire officiel de la présidence de l'Union européenne, et bien nous, quand on a découvert ça, on a lancé une pétition il y a 1 mois. Je vous encourage à la signer d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est fou. Si tout d'un coup, on a des entreprises privées, des multinationales, à plus forte raison, qui sont partenaires officiels d'une institution politique, comment pouvoir donner la garantie d'une séparation entre le pouvoir politique et des décisions d'intérêt général et le reste? C'est très compliqué. On a aussi la question des subventions. Je vous invite à regarder ce que subventionne Coca-Cola et autres multinationales. Je crois que j'ai vu un article sur les subventions de Total. Je n'ai pas étudié moi-même, mais on pourra peut-être en avoir un mot. Et la question, c'est des subventions d'une entreprise qui vont vers des instituts publics, des universités, des laboratoires parfois. Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'indépendance des décisions ou des évaluations scientifiques qui peuvent en sortir? Je pourrais parler des accords de commerce, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais je suis à la disposition de ceux que ça intéresse à d'autres moments. Oui, les accords de commerce sont aussi une façon d'avoir un cheval de Troie qui va permettre aux multinationales et aux entreprises du monde entier d'influencer les décisions politiques, y compris en Europe, par des mécanismes, par exemple, d'arbitrage, où un investisseur étranger peut tout d'un coup attaquer une décision d'un État, et ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà arrivé. Donc, pour conclure, on parle de quoi? On parle de la question centrale qui est en fait, à qui cela profite? À qui le lobbying profite? Et à qui les décisions politiques qui sont prises profitent? Et ce qui est en opposition ici, et c'est ça qu'il est intéressant de mettre en lumière, c'est d'un côté les intérêts privés, d'entreprises privées, d'acteurs privés, et je ne leur reproche pas d'avoir des intérêts privés, c'est leur nature. Mais des intérêts privés ne peuvent pas, du coup, être mis au même niveau que des intérêts publics. Car quand on parle d'une décision politique d'intérêt général, d'intérêt public, pour la santé publique par exemple, eh bien non,
ça ne peut pas toujours être dans le même sens que les intérêts privés. Et oui, parfois, il faut avoir le courage politique de prendre des décisions d'intérêt général qui vont même aller à l'encontre des intérêts privés. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de règles de transparence, de règles d'imperméabilité entre le monde économique et le monde politique pour qu'on ait moins de risques de collusion et moins de risques de conflit d'intérêts. Parce que intérêt privé, intérêt public, le problème, c'est quand il y a des conflits d'intérêts. Et si je regarde la définition de Larousse sur le mot éthique, c'est donc l'ensemble des valeurs morales qui sous-tendent l'attitude, le comportement d'une personne, alors je me pose la question, si on défend des intérêts privés sans avoir des règles de transparence et justement des règles d'éthique extrêmement claires, comment fait-on pour éviter ces conflits d'intérêts que manifestement nous voyons arriver à peu près tous les jours? Merci Karine. Merci Karine. Tu peux t'asseoir. Tout à fait. J'appelle maintenant Julie. Voilà. Je vous prie d'applaudir aussi. Merci beaucoup. Voilà. Je vous laisse le micro. Merci. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est très important d'être finalement transparent. Et c'est la raison pour laquelle, dans les aspects à la fois directs et indirects, négatifs et positifs, on va dire, du lobbying, c'est la transparence. Et du coup, il y a quelques années, je crois que c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans, en tout cas au sein de Total, une charte sur le lobbying éthique a été adoptée et rendue publique. Et après un échange d'ailleurs avec plusieurs ONG, dont notamment Transparency International. Et la coalition d'ONG Publish What You Pay, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc dans ce cadre-là, on a rendu public en fait toutes les associations, par exemple, dans lesquelles la compagnie est membre. Et voilà, au sens large. Et des analyses sont menées en interne. Alors ces analyses, elles sont régulièrement mises à jour, mais pour évaluer les éventuels écarts qu'il pourrait y avoir entre telle association et la position du groupe. Voilà. Donc, si jamais si jamais le groupe en question prend une position qui n'est pas conforme aux engagements du groupe, à ce moment-là, il est probable qu'on se retire de cette association. Ça, c'est sur l'aspect, disons, éthique ou négatif. La question étant, un lobbying éthique est-il possible? Donc, plus peut-être sur l'aspect positif, on va dire. Voilà, ça ouvre un autre champ au débat et je voulais partager avec vous une initiative que peut-être vous connaissez ou pas, qui s'appelle l'ITIE. C'est l'initiative pour la transparence des industries extractives en français. En anglais, c'est EITI. Et donc cette initiative, elle a été créée en 2002 et Total est membre de cette initiative. Et donc au sein de cette initiative et du conseil d'administration, en tout cas de cette association, vous avez des ONG, donc de défense des droits de l'homme et de la transparence, des États et des industries extractives. Donc à la fois dans le secteur pétrolier et à la fois dans le secteur minier. Et l'idée de cette initiative, en fait, est de promouvoir la transparence, la lutte contre la corruption et une meilleure gouvernance, puisque c'est quand même un des sujets clés quand on parle d'extractifs au sens large. Donc l'ITIE, son concept, encore une fois, c'est donc de mettre autour de la table les principales parties prenantes, donc la société civile, les entreprises et les États, comme je l'ai dit. Et ceux qui sont membres en fait de cette initiative, le concept en fait, c'est que des auditeurs qui sont nommés par l'initiative, par l'ITIE, viennent auditer les comptes des compagnies extractives, donc en l'occurrence Total parce qu'on est membre de ce club, pour voir combien d'argent a été payé par l'industrie en question au gouvernement. Okay. Et puis l'auditeur va auditer l'État en question et va voir combien l'État a reçu d'argent. Et s'il y a un écart, donc en l'occurrence s'il y a eu une évaporation quelque part, il y a une enquête qui est faite dans le cadre de cette initiative. Voilà. Comme le problème est extrêmement vaste et général, on trouve que c'est plutôt une bonne démarche pour, encore une fois, promouvoir localement et internationalement une meilleure gouvernance et une meilleure transparence. C'est bon le temps là? Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Et maintenant, Elsa, à vous la parole, justement, Transparency International. Donc, là.
Alors, merci de me donner la parole. La spécificité de Transparency International, je ne sais pas si vous nous connaissez, on est une ONG anti-corruption qui travaille aussi sur la transparence de la vie publique et notamment sur la régulation du lobbying. Donc, responsable du plaidoyer chez Transparency International, c'est un peu lobbyiste sur le lobbying, puisque on fait du plaidoyer. Ce qu'on pourrait... le plaidoyer est un autre mot pour dire influence, lobbying, représentation d'intérêt, on va y revenir. Mais on travaille notamment sur la régulation du lobbying. Alors, pour répondre peut-être à la question, un lobbying éthique est-il possible? Peut-être que déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot lobbying. En réalité, lobbying, il y a plusieurs manières de le définir. On peut le définir factuellement, juridiquement. Par exemple, on prend la définition de la loi, celle qui est utilisée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Une définition assez factuelle, c'est le fait d'interagir avec des responsables publics pour chercher à influencer une décision. Bon. Finalement, la plupart des gens sont d'accord sur le fait que les décideurs publics doivent consulter un peu tous les acteurs impactés par un projet de loi. On ne comprend pas trop bien, avec cette définition, pourquoi le mot lobbying est aussi sulfureux, croustillant, suscite autant de passion. Peut-être parce que, deux hypothèses. Le premier, parce que parfois le lobbying dérape. Je crois que Karine en a longuement parlé. Les Monsanto Papers sont un exemple. On aurait pu parler aussi du Mediator. D'autres exemples, il y en a plein. Mais aussi peut-être parce que finalement le lobbying, au-delà de la définition juridique, c'est aussi le fait de reprocher à quelqu'un de défendre une cause. Et donc finalement le lobbying éthique, est-ce que la question qu'on pose, c'est pas est-ce qu'il y a des gentils lobbies, des mauvais lobbies? Finalement, le lobbying éthique serait celui qui défend une cause éthique et non pas un lobbying qui serait fait d'une manière éthique. Je reprendrai une formule qui est celle de Guillaume Courty, qui est un sociologue qui a travaillé sur le lobbying. Il dit que le lobbying ne serait pas la voix étouffée des uns par les propos trop sonores des autres. Une autre façon de dire la même chose, entendue un jour dans une chronique sur France Culture, est-ce que ce ne serait pas celui qui tente d'influencer la décision publique, mais qui n'est pas d'accord avec moi? Parce qu'en général, on utilise rarement le mot lobby pour qualifier quelqu'un avec qui on partage complètement les opinions. Donc, est-ce que la question d'un lobbying éthique, c'est pas de savoir si un lobbying éthique, c'est un lobbying régulé? Et donc, comment réguler le lobbying? Comment encadrer le lobbying? Alors, Transparency International pose 3 principes, on pourrait dire 3 principes, 3 recommandations clés et 3 acteurs qui ont un rôle à jouer. Donc 3 principes. 1, transparence. En gros, est-ce que le lobbying éthique, le lobbying régulé, c'est pas celui où on sait tout simplement qui a rencontré qui, pour dire quoi, dans quel but, et quelle est l'empreinte normative, la trace que chaque acteur a laissée sur une décision publique. Donc, premier principe de transparence. Deuxième principe, l'intégrité. Donc, je pense que Karine a pas mal parlé des conflits d'intérêts, du lobbying qui dérape. Voilà. Comment est-ce qu'on se dote d'un cadre, au-delà même du lobbying d'ailleurs, qui permet vraiment d'être dans un pays où les conflits d'intérêts sont suffisamment encadrés. À ce titre, par exemple, la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en 2013, c'est une vraie avancée. Et le troisième sujet, c'est l'équité d'accès. L'équité d'accès, en gros, enfin le troisième principe, équité d'accès, faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient consultés par les décideurs publics, que ce ne soit pas simplement en fonction de leurs moyens, en fonction de leur budget, qu'ils soient auditionnés, mais en fonction d'autres critères. Donc ce principe d'équité, je pense, c'est très important. Donc voilà, 3 principes, transparence, intégrité, équité d'accès. 3 recommandations clés. Première, réformer le registre des représentants d'intérêt qui existe aujourd'hui. Alors, de quoi je parle? Il y a eu une loi en 2016, la loi Sapin 2, du nom de Michel Sapin, qui crée un registre des représentants d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je ne sais pas qui parmi vous est déjà allé le consulter. Allez-y, vous verrez, on n'apprendra pas grand-chose. Vous apprendrez par exemple que la SNCF a fait du lobbying sur la réforme ferroviaire, par exemple. On n'avance pas énormément en ayant appris ça. Ce registre, bref, aujourd'hui, il est décevant. Donc il va falloir le renforcer, il va falloir réouvrir ce dossier. Il y a un décret notamment à modifier, et nous, donc justement, on fait du lobbying pour modifier ce décret sur le lobbying. Deuxième recommandation, faire en sorte que les acteurs publics rendent publics leurs agendas, parce que, et oui, aujourd'hui, les représentants d'intérêt doivent fournir des informations très parcellaires, on l'a vu, mais en revanche, les responsables publics, eux, n'ont rien à dire. Donc, un député, un ministre, un conseiller ministériel, même un directeur d'administration, peut rencontrer qui il veut, il décide lui-même qui il est pertinent de rencontrer, voilà, sans avoir de compte à rendre. Et ça, c'est un petit peu problématique, puisque à la fin, qui prend la décision, c'est quand même le décideur public.
Et puis, le troisième point, bien sûr, c'est que les représentants d'intérêt eux-mêmes s'engagent dans des démarches éthiques. Donc, par exemple, arrête de financer du ghostwriting et donc de la recherche qui soit problématique, enfin, qui soit en fait la manufacture du doute, pour reprendre l'expression, qu'ils publient leur position. Soyons fous, qu'ils le fassent sur une base volontaire et donc en se dotant de chartes éthiques, par exemple, de lobbying responsable. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui le font. Et alors, je terminerai là-dessus. Donc, j'ai dit 3 principes, 3 recommandations clés, mais aussi 3 catégories d'acteurs qui ont un rôle à jouer. Les acteurs publics, on l'a dit, les représentants d'intérêt eux-mêmes, mais aussi les citoyens. Parce que finalement, beaucoup de lois passent. Quand on regarde les débats parlementaires, finalement, le lobbying, qui a eu quelle position, qui a essayé d'influencer dans quel sens, c'est souvent finalement assez transparent. Quand on lit les débats parlementaires, on s'en rend compte. Mais qui lit les débats parlementaires ? En fait, pas grand monde. Qui va s'intéresser à essayer de savoir sur une décision, est-ce qu'elle a bien été prise dans des bonnes conditions ? Est-ce qu'il y a eu du lobbying opaque ou pas ? En réalité, quand il y a un scandale, on en parle. Quand il n'y en a pas, on en parle moins. Il y a quelques associations, on essaye d'en faire partie, qui travaillent sur ce sujet, essayent un petit peu de traquer tout ça. Mais ça reste assez embryonnaire. Et je crois que dans ce qu'a dit Nicolas Hulot lors de sa démission, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, quand il y a un lobbying en face de moi, j'ai pas toute une société derrière pour me soutenir. Et je pense qu'il a voulu justement dire ça. Donc, pour conclure, un lobbying éthique, c'est peut-être un lobbying à la fois transparent, intègre et avec une équité d'accès, mais aussi un lobbying dans lequel tout le monde, acteurs publics, représentants d'intérêt, mais aussi citoyens, jouent leur rôle. Merci beaucoup, Elsa. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé cette filière de formation à l'IRIS, c'est pour inciter les gens à se former à l'influence politique. Donc je vais maintenant laisser, je crois qu'Arnaud vous avez expliqué tout à l'heure que vous pouvez poser des questions sur le slido.com si vous y êtes toujours. On va voir les questions apparaître dans l'intervalle. Qui a une question à poser à l'un ou l'autre ou les 3 intervenants que nous avions ce soir? Monsieur, la parole est à vous. Merci. Qui finance Transparency International? Deuxième question, TIE sur l'exploitation des ressources extractables. Moi, je suis spécialisé depuis plus de 40 ans dans la pêche maritime, c'est-à-dire les ressources halieutiques, ce qui est une ressource qui est concernée par l'ETI. Et à plusieurs reprises dans des pays africains, j'ai rencontré des responsables en train d'auditer ce secteur-là au titre de l'ETI. C'est absolument effrayant ce que j'ai pu entendre. Ils ne faisaient que répéter ce que les responsables politiques du pays concerné leur racontaient, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Ils ne parlaient pas, bien sûr, de la pêche illégale, non autorisée, tout ça. Bon. Il a fallu que je leur explique, et ils étaient extrêmement surpris. Donc, j'émets des doutes, et j'ai peut-être tort, tout le monde a le droit de se tromper, sur l'efficacité de ce genre d'initiative, et pourtant qui est bonne à l'origine. Merci monsieur, je vais peut-être prendre 2-3 questions, comme ça je vous laisse le temps de préparer vos réponses. Alors, je remonte là où j'ai un monsieur, hop, hop, pas de course. Bonsoir, cette question s'adresse à la représentante de Transparency International. Comment comptez-vous, proposez-vous d'organiser la surveillance des agendas des membres des cabinets ministériels? Merci. On va prendre encore une question. Hop, monsieur, vous pouvez donner le micro pour vous. Et moi, je vais aller, on prendra une 4e question et ensuite, on fera un premier tour de réponse. Allez-y, monsieur. Oui, je vous en prie. Donc, ma question s'adresse à Madame Valla, c'est ça, donc de Total. En fait, ça revient en fait également à l'initiative ITIE. Moi, j'aimerais donner un peu un exemple d'un pays dans lequel le Total est très impliqué, c'est le Gabon. Donc, qui était exclu de cette initiative il y a quelques années,
justement par manque de transparence. Et notamment suite à plusieurs actions, entre autres, de la société civile, qui a démontré que les données qui auraient dû être publiées ne l'ont jamais été. Donc, au bout du compte, le Gabon a été exclu de l'initiative. Comment Total réagit par rapport à ce type de situation, vu l'importance de son activité dans ce pays, et surtout que parmi les griefs qui étaient reprochés à l'État gabonais par la société civile, il y a le fait que les ressources, les données d'exploitation de Total n'étaient pas publiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une activité, il y a des échanges, il y a Total qui paye une redevance, en principe indexée sur le volume d'activité, sauf que la société civile est dans la capacité totale d'évaluer le niveau réel de cette activité, donc du coup des soupçons à la fois de corruption et autres comment dirais-je joyeuseté du même type en termes de mauvaise gouvernance. Merci monsieur. Monsieur, je vous en prie, dernière question. Paul Arnaud, juriste, je ne veux pas. J'ai toute une série de questions qui jalonnent ma conscience. Je ne veux surtout pas écraser vos initiatives pour pondérer, dénoncer les groupes de pression, les lobbies, mais il y a quand même des réalités qui me font entrer en voie de scepticisme, relativement. C'est le fait de se demander quels sont les moyens que vous utilisez pour arriver à corriger l'implantation, l'influence d'un lobby qui ne prend pas suffisamment en considération tel ou tel paramètre du jeu. Et est-ce que ça vous arrive de dénoncer ces affaires-là, les apories que vous avez pu mettre au jour? Est-ce que ça vous arrive de les porter à la connaissance des autorités de justice? Et est-ce que vous êtes amené, pour la quadrature du cercle, la cohésion totale, la cohérence totale, est-ce que vous êtes amené parfois à réaliser des évaluations sur les réparations, les corrections qui ont été apportées par les lobbies? Est-ce que en fait, je veux questionner tout simplement l'office, l'utilité de vos offices. Est-ce que vous êtes des lanceurs d'alerte, des dimensions plus générales? Toutes les questions qui m'assaillent. Merci monsieur. Parole peut-être Elsa, ensuite Julie et Karine. Très bien. Donc vous avez un micro. Oui, Alors, pour la première question, comment Transparency International est financée donc, tout le monde entend, c'est bon? Tout le monde entend ou pas? Ouais. Oui. Okay. Un financement assez varié, dont financement de fondations, financement de collectivités territoriales, financement d'entreprises, financement de personnes particulières, de dons de particuliers, un peu de financement Union européenne pour notamment notre campagne lobbying. Alors, un don, une structure de financement qui est pour le coup assez variée. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur le site de Transparency, onglet Qui sommes-nous, notre transparence, rapport moral, et vous avez la transparence financière. Pour l'autre question qui concernait comment est-ce qu'on fait pour contrôler les agendas des cabinets ministériels. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas il y a aucun cadre qui les oblige à transmettre la moindre information sur leurs agendas. Et d'où, en fait, l'enjeu de faire du plaidoyer ou du lobbying, selon le mot qu'on préfère utiliser, pour Transparency International, pour justement demander à ce que ces agendas soient rendus publics. Pour l'instant, on en est à un stade assez préliminaire, puisque ça n'existe pas du tout, mais c'est pas du tout quelque chose d'utopique. Regardez ce qui se passe à la Commission européenne. À la Commission européenne, tous les rendez-vous des commissaires européens et de leurs plus proches collaborateurs et directeurs sont transmis dans un registre. Alors, je parle bien sûr des rendez-vous avec les représentants d'intérêt, je ne parle pas des rendez-vous chez le médecin ou chez la grand-mère, bien sûr, vraiment rendez-vous avec les représentants d'intérêt.
Donc si ça se passe à la Commission européenne, pourquoi pas chez nous? Enfin, ça n'a rien d'utopique. Dans certains pays, c'est couvert par le droit à l'information, donc on peut accéder à ces données en faisant une demande dans l'équivalent de la CADA, enfin, selon les pays. Donc ça existe. Et effectivement, il va falloir faire encore un gros travail de sensibilisation pour que ça arrive. Ce qu'il faudrait, évidemment, c'est mettre à disposition les outils pour qu'une fois que les outils soient là, les personnes aient juste à cliquer sur quelque chose dans Outlook ou dans leur agenda, enfin peu importe, pour que ce soit directement téléversé. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, ça prendra un peu de temps, mais on y travaille et ça finira par arriver. Pour le coup, je suis plutôt optimiste là-dessus. Merci. Julie, peut-être? Alors, sur la question ITIE, à ma connaissance, il n'y a pas les ressources halieutiques dans cette initiative, ou alors c'est vraiment très... Voilà. C'est vraiment axé, en tout cas, depuis 2002 sur pétrole et mines. En plus, je ne suis pas spécialiste de la pêche, donc je ne peux pas vous dire comment la pêche fonctionne. Mais en tout cas, pour le pétrole, oui. Et quant à votre question, est-ce que l'initiative est efficace ou pas, vous avez la réponse et le témoignage sur le Gabon. Effectivement, quand un pays est déclaré non conforme parce qu'il n'a pas fait suffisamment d'efforts de transparence ou de publication, il peut être exclu, ce qui a été le cas d'un certain nombre de pays. Donc la société civile, en fait, qui est au sein de cette initiative, joue vraiment pleinement son rôle. Donc oui, l'initiative peut toujours être améliorée, ça c'est certain. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et le fait d'avoir créé, enfin de permettre en tout cas, cette interaction entre toutes ces parties prenantes, c'est quelque chose de positif. Quant au Gabon, votre question est pertinente. Il n'y a pas que le Gabon qui a été concerné, il y a de nombreux autres pays qui ont été justement exclus parce que l'initiative fonctionne, justement. C'est plutôt positif, dans le sens où ça peut inciter l'État en question, s'il a envie d'y revenir, de refaire et de mettre les efforts qui vont bien. Et ce qui est intéressant aussi dans cette initiative, au-delà du cadre international, c'est qu'il demande aux États de mettre en place localement ce qu'ils appellent un multi-stakeholder group, donc avec des champions à la fois de l'État en question, des représentants des compagnies extractives et des membres de la société civile. Et donc il y a plusieurs comités qui se mettent en place pour suivre l'évolution de cette initiative. Donc personnellement, pour y avoir un peu contribué, elle a le mérite d'exister et elle a produit certains effets, même si encore une fois, ça peut être amélioré. Merci. Je vais peut-être vous laisser un micro, du coup, ce sera plus facile. Merci. Alors, on va être exemplaire dans la transparence. Donc, je vais répondre aussi à la question du financement pour Foodwatch. Donc, Foodwatch, c'est une association 100% indépendante. Donc, nous refusons toute subvention publique ou d'entreprise qui, de près ou de loin, pourrait présenter un conflit d'intérêts avec ce pourquoi nous militons. Donc, c'est avant tout un contre-pouvoir citoyen. Et c'est vrai que ça donne des marges de manœuvre qui sont utiles. Par rapport à votre question et vos doutes, merci de les avoir posés. Oui, Foodwatch, on va se définir comme un lanceur d'alerte, mais parce qu'on fait des enquêtes et parce qu'on dénonce des choses, on révèle des choses, comme par exemple ce partenariat, découvrir que les présidences tournantes tous les 6 mois, donc chaque État membre tous les 6 mois peut être président de l'Union européenne, et découvrir qu'il y a des partenariats permis avec des multinationales, alors oui, il faut enquêter, et quand on le trouve, il faut le dénoncer. Et comme j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas que lancer l'alerte, on la suit, et on la suit jusqu'à ce que les pratiques changent. C'est bien ça le sens d'une organisation militante, pour demander à ce que ça change. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'écrire aux présidents des 6 prochaines présidences de l'Union européenne pour leur demander de s'engager à ne pas prendre de partenariat privé et leur demander de soutenir le fait qu'il doit y avoir des règles. Parce que la question de la transparence, si vous voulez, elle est utile, elle est nécessaire, c'est une des préconditions, mais elle est nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que la transparence, évidemment, c'est nécessaire. Mais ça n'est pas parce qu'on apporte plus de transparence que pour autant, les agissements de groupes d'intérêt privés se justifient en soi et ne vont pas aller à l'encontre de l'intérêt général. Et moi, j'aimerais beaucoup, en fait, qu'on questionne et que les entreprises et les multinationales soient transparentes sur, quand je cherche à influencer une décision politique, dans quelle mesure je me pose même la question de savoir si ça ne sert pas que mon intérêt, mais aussi l'intérêt général, voire que ça n'aille pas à l'encontre de l'intérêt général. Je n'entends pas beaucoup ces sujets être débattus et la transparence ne suffira pas à résoudre ce nœud-là. Or, qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu est immense. Ce qui est en jeu, c'est que la plupart du temps, ces lobbies ne cherchent même pas à faire changer une virgule dans un texte. Ils cherchent à bloquer les textes. Entendez-moi bien. Ces multinationales qui de plus en plus ont un poids économique majeur, qui la plupart du temps d'ailleurs font de l'évasion fiscale,
qui privatisent leurs bénéfices quand le coût social est public. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons l'exemple du surpoids en France. Je ne vous parle pas des États-Unis là, je vous parle de la France. Là, Bercy, le ministère de l'économie, avait estimé le coût du surpoids, de la surcharge pondérale en France, tenez-vous bien, à 20 milliards d'euros. Je vous passe le coût pour la société, que nous tous nous payons. Je vous passe le coût des maladies chroniques générées aussi par les problèmes de santé environnementale. Donc quand on a en fait des industriels, et je ne dis pas que tous les industriels ou toutes les multinationales sont méchants ou mauvais, ils jouent leur rôle, mais certains sont plus vertueux que d'autres. Mais quand même, quand on a un certain nombre d'entreprises, et ils le reconnaissent aujourd'hui, qui disent on est allé trop loin, on a rajouté trop de sucre dans les aliments, et on voit bien qu'on a une crise d'obésité. Mais les bénéfices, ils sont allés où? Ils sont allés chez eux. Et quand on a, je reviens à mon histoire de logo parce que j'aime bien ce cas concret, quand on a des gens du coup comme Nestlé, Coca-Cola, Unilever et Mondelez qui sont les plus gros, qui refusent aujourd'hui d'utiliser le Nutri-Score parce qu'il n'est que sur base volontaire, alors que ce sont les mêmes qui mettent ces produits trop sucrés sur le marché, et qu'ensuite c'est la société qui paye les prix, alors on parle d'un conflit d'intérêts, mais surtout on parle d'un rapport de force économique. Or il se passe quoi? Il se passe que ces entreprises ne veulent pas de nouvelles règles. Et ils utilisent le lobby et les accords de commerce pour faire en sorte de bloquer, de paralyser les décideurs politiques et les législateurs. Parce qu'enfin, moins l'État a de moyens, et moins les responsables politiques peuvent prendre des décisions dans l'intérêt général, plus les entreprises sont tranquilles. Alors, est-ce que c'est une caricature? J'aimerais que ça ne le soit pas. Et je vous assure que je communique toujours sur la base de faits et que je ne souhaite pas jouer sur les peurs. Mais quand je vois les proportions que ça prend, la réduction des moyens des États face à l'augmentation impressionnante et quasiment monstrueuse dans certains cas des moyens financiers de ces entreprises qui en plus finissent par monter des fondations qui vont influencer les politiques publiques partout dans le monde, à commencer par l'Afrique, alors je vous le dis, on a une question de rapport de force. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question de ces lobbies, et merci d'avoir organisé ce débat, parce que c'est un vrai sujet de société. Merci Karine. Je vais prendre quelques questions supplémentaires, si vous voulez bien, monsieur, et puis on va... vous ne voyez pas les questions qui sont affichées derrière vous, il y en a deux qui se ressemblent un petit peu. Est-ce que finalement, les chartes éthiques ne sont pas seulement des outils de communication plutôt que de vraies pratiques intégrées? Et la deuxième, c'est charte de lobby éthique, le nouveau greenwashing. Je vous laisse méditer là-dessus, éventuellement répondre ensuite, et je passe la parole et le micro tout de suite à monsieur pour une deuxième question. Oui, excusez-moi, ça va être plutôt une remarque. Je trouve que la connotation de votre débat est très pessimiste et noire. Je me permets de vous dire que, bon, moi je suis à la retraite, mais mon dernier travail, je vais vous donner un exemple, j'étais au Mexique représentant une grande compagnie pétrolière française, et le Mexique à l'époque était fermé à l'investissement étranger. Et ben, pendant 2 ans, j'ai travaillé à montrer, sans que ça me pose aucun problème vraiment éthique, à montrer aux Mexicains que de l'autre côté de la frontière du golfe du Mexique, avec la partie États-Unis, notre compagnie travaillait très bien. Bon, bien sûr, je les emmenais là-bas, mais c'était, je dirais, une argumentation normale pour défendre les intérêts de ma compagnie. Autrement dit, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a un lobbying éthique tout à fait possible, à condition d'avoir soi-même, évidemment, de ne pas déraper, de ne pas se laisser renvoyer trop la balle, inviter, etc. Mais enfin, à la limite, inviter un client correctement, ça n'est pas forcément l'horreur. Voilà, excusez-moi. Merci, monsieur. Madame, je vous en prie, une question, et ensuite je lirai d'autres questions. Vous prenez bonne note, la parole sera à vous après. Oui, bonjour à tous. Alors moi je suis la responsable du contrôle des représentants d'intérêt pour la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc j'ai entendu Elsa Foucault qui était très critique vis-à-vis de ce répertoire. Je tiens juste à vous dire que ça vient d'être mis en place il y a très peu de temps, qu'on met on met tous nos moyens en œuvre pour que ça avance, que certes ce n'est pas un outil parfait mais qu'il faut démarrer, donc il faut commencer par quelque chose et je pense que c'est un bon outil pour démarrer, même s'il est perfectible. Donc même à droit constant, je pense qu'on peut faire des choses très bien grâce à cet outil. Pour tous ceux qui font du plaidoyer, je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas s'inscrire sur ce répertoire, mais si on veut exiger aux entreprises publiques d'être transparentes et d'être irréprochables, je pense que les associations ont aussi un devoir d'être transparentes et irréprochables.
elles ont le devoir aussi, donc non seulement légalement, mais je pense aussi moralement, sur ce registre. Pour ce qu'il en fait, ça prend pas énormément de temps et c'est quand même très utile. Deuxième chose, juste pour vous dire qu'on travaille vraiment pour que ce répertoire soit de plus en plus utile, les premiers contrôles ont démarré. Donc il y a des contrôles qui sont formels, hein, donc on demande aux gens qui doivent s'inscrire de s'inscrire et de déclarer les activités et les moyens afférents à la représentation d'intérêt dans un délai particulier. Donc il y a des contrôles qui sont formels, mais il y a aussi des contrôles de fond. Donc on a mis en place une cellule de veille qui vise donc à ce que les représentants d'intérêt qui ne sont pas inscrits s'inscrivent sur ce répertoire. Ça marche assez bien et on a de plus en plus d'inscriptions faites à la suite de ces premières demandes d'inscription. Et on fait également des contrôles au fond. Donc, quand vous disiez, Elsa, on n'apprend pas grand-chose quand on lit le répertoire, je veux bien l'entendre, mais c'est un nouveau-né. Il est tout petit, ce répertoire, il vient de naître, il faut qu'il grandisse. Et pour ça, il faut l'alimenter, il faut aussi le contrôler. Donc, on met tout en place. On sait que les objets sont parfois pas bien déclarés, mais les premiers contrôles, notamment sur le fond, sur les objets, sur les moyens, sont en place. Et on va mettre aussi en place des contrôles sur le respect des obligations déontologiques. C'est-à-dire que des représentants d'intérêt qui ne respecteraient pas les obligations déontologiques sont aussi susceptibles de contrôle. Et les moyens de contrôle dont dispose la haute autorité sont quand même assez poussés, puisqu'on peut faire même des opérations de visite sur place avec une ordonnance du juge. Donc ça va quand même assez loin. Finalement, je suis très brève, juste une petite. J'ai entendu tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire des signalements à la haute autorité? Effectivement, on peut faire des signalements à la haute autorité. Donc, si jamais vous pensez que quelqu'un n'est pas inscrit, si vous pensez que quelqu'un ne déclare pas correctement, vous pouvez tout à fait faire un signalement à la haute autorité. Extra. Merci beaucoup. Donc, je rajoute 2 questions qui s'affichent là. Est-ce que la communication d'influence peut être transparente sans compromettre son efficacité? Question supplémentaire. Total a-t-elle rendu le plan de vigilance, cartographie des risques, obligatoire dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance? Et ensuite, je vais aller... donc, du coup, je vous propose de répondre peut-être aux premières questions et je repasse la parole à d'autres personnes. Bon, alors, moi, je vais sur le débat sur les chartes éthiques, peut-être que vous allez vouloir répondre. Je pense que c'est l'éternel débat entre soft law et encadrement. Je pense qu'il faudrait peut-être une conférence spécifiquement dédiée à ça. Après, l'intérêt pour, en tout cas, les grandes entreprises qui mettent en place des chartes éthiques, c'est que souvent, elles le font en France, mais pour le niveau groupe. Donc, en fait, elles vont aussi fixer des standards qui vont s'appliquer dans des filiales où, pour le coup, il y a moins de régulation, il n'y a pas de haute autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin, voilà. Donc, il faut le voir plutôt, à mon avis, comme quelque chose de complémentaire qui agit bien sûr une charte qui n'est pas respectée. Ça peut être du greenwashing, à l'inverse, ça peut être un levier au sein du groupe. Ça dépend un peu au cas par cas. Mais je voulais surtout répondre sur la question à la remarque sur le registre. Je pense on partage après grosso modo l'esprit de ce que vous avez dit. J'avais un temps court, donc je ne pouvais pas rentrer trop dans les détails, mais bien sûr que ce registre est une avancée, dans le sens où on partait de zéro, enfin presque zéro, puisqu'il y avait des registres au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat relativement récents, qui ne fonctionnaient pas très bien, donc de presque zéro. Donc forcément, c'est toujours un premier pas, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Simplement, il y a donc la loi Sapin 2 qui a créé ce registre, mais il y a eu ensuite un décret, et malheureusement ce décret, il y a eu du lobbying sur le décret pour le lobbying, qu'on essaye de contrer en faisant un contre-lobbying maintenant pour réouvrir ce décret et le modifier. Mais dans les faits, ce registre a été en grande partie vidé de sa portée par rapport aux ambitions qui avaient été portées dans la loi par ce décret. Donc, pour faire simple et sans noyer par trop de détails, il y a des jeux de seuil dans ce décret qui font que seuls les gros acteurs doivent s'inscrire, avec beaucoup de possibilités de contournement.
Il y a des distorsions du fait que seules les actions à l'initiative des représentants d'intérêt doivent être déclarées. Alors donc, plus vous êtes un acteur incontournable, plus les pouvoirs publics vous sollicitent d'office, moins vous faites d'actions à votre initiative, moins vous avez de reporting à faire. Enfin, je caricature un petit peu, mais il y a des distorsions de ce type dans le registre. Surtout, on ne connaît pas non plus qui sont les parlementaires qui sont rencontrés. Alors les gens doivent juste cocher, dire que sur tel sujet, ils ont rencontré des parlementaires. Très bien. Il n'y a pas de détails de qui a rencontré qui. Encore une fois, ça pourrait être réglé d'une autre manière. Hein. Ça pourrait être réglé par la transparence des agendas des élus. Hein. Je ne dis pas le contraire. Pas de notion de date. Donc on ne sait pas quand ont eu lieu les actions de lobbying. Et tout ça n'est fait qu'une fois par an. Donc, c'est-à-dire de manière assez éloignée de la décision publique. Au final, tout ça fait que, même si bien sûr on apprend des choses, même si c'est mieux que rien, même si c'est un premier pas, c'est important, et il vaut mieux que ce registre soit là, et qu'il s'institutionnalise un peu pour le renforcer à long terme, mais aujourd'hui, le compte n'y est pas, et donc on va avoir besoin de le renforcer. Désolée. Deux choses. Pardon, monsieur là-bas derrière, mais j'ai oublié de répondre tout à l'heure sur la question de la légalité et des recours en justice. C'est impossible. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui est illégal, une pratique de corruption par exemple, j'espère que les acteurs qui sont à même de le faire peuvent évidemment recourir à la justice. Mais la plupart du temps, les entreprises sont extrêmement malines et se défendent derrière le fait que la plupart de leurs pratiques sont tout à fait légales. Hein, et c'est bien pour ça qu'il faut renforcer les règles du jeu pour que certaines pratiques qui ne nous aident pas du tout deviennent illégales. Par exemple, ce qu'on appelle les revolving doors, donc c'est quand un responsable politique, quand Barroso, l'ancien président de la Commission, rejoint Goldman Sachs, ça pose question. Ben oui, mais il n'y a aucune règle qui l'empêche. Quand Coca-Cola est partenaire de la présidence roumaine de l'Union européenne, ça pose question. Oui, mais il n'y a pas de règle qui l'empêche. Donc là, il joue évidemment de toutes les marges légales possibles. Et c'est pour ça que parfois, il faut faire appel aussi à leur éthique, peut-être. Alors, j'en reviens à ça. Monsieur, merci d'apporter aussi ce contrepoint. En l'occurrence, j'aimerais être trop négative. Je crains que ça ne soit pas le cas. Pourquoi? Je ne dis pas que toutes les personnes qui se livrent à des activités d'influence sont mauvaises ou ont une mauvaise intention ou le font dans des proportions qui ne sont pas acceptables. Ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis néanmoins, c'est qu'une partie de ces activités aujourd'hui, par manque de règles posées institutionnelles et par manque de règles éthiques d'un certain nombre de ces acteurs, ce que je vois, ce dont je peux témoigner concrètement, pose question et même un vrai problème parce que dans certains cas, cela va à l'encontre de l'intérêt général. Et la question que j'ai posée tout à l'heure, pour le moment, reste sans réponse. Après, c'est pas forcément ici qu'il y a les bons interlocuteurs pour y répondre, mais est-ce que la moindre entreprise, dans ses règles de lobbying ou de charte éthique, effectivement, a une sorte de ligne rouge qui dit est-ce qu'à un moment donné, l'intérêt privé que je défends, et c'est normal, mais est-ce qu'il passe le chemin? Du coup, pardon, vous êtes là aujourd'hui, donc je vais vous poser la question, mais est-ce qu'à un moment donné, effectivement, on se pose la question de dire, tiens, peut-être que là, je vais commencer à empiéter sur l'intérêt général. Donc peut-être que je me mets des limites, si vraiment je le prends au sérieux. Je n'ai vu aucun cas concret d'un lobby privé qui se dise, je ne vais pas aller le cran plus loin parce que là, je vais empiéter sur l'intérêt général. Et je suppose qu'il y a des cas concrets et j'aimerais en prendre connaissance. Je dis juste attention à tous les dérapages que nous voyons. Et enfin, est-ce qu'un lobby éthique est possible? Je le crois. Par exemple, parfois on nous dit, mais vous, les ONG, vous faites du lobby. Est-ce qu'on fait du lobby? Si c'est influencer des décisions publiques et politiques, oui. Mais dans l'intérêt général et dans la transparence, c'est tous les objectifs qu'on défend sont sur notre site internet, on ne dit rien d'autre. Et quand je vais déjeuner, et ça m'arrive avec des sénateurs et des députés, ils en sont les premiers surpris, personne n'invite personne. C'est souvent 20 balles, un plat du jour, voilà. C'est pas grave. C'est juste une règle, des limites qui permettent d'éviter les zones grises. Car ceux qui posent question, ce sont les zones grises, et c'est en général là que ça commence à déraper, plus ou moins sérieusement. Donc sur il y avait plusieurs questions, hein, mais sur la question de la charte du lobbying, moi je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'une charte, ça peut être utile, mais ça n'est pas suffisant. Et donc clairement, si elle n'est pas suivie des faits, si elle n'est pas monitorée, s'il n'y a pas les ressources en interne qui vont bien pour contrôler qu'elle est efficace, ça ne sert à rien. Après, ça peut être un levier, comme vous l'avez dit, en interne pour pouvoir justement initier un changement et mettre en place des actions. Donc, nécessaire mais pas suffisant. Donc, c'était une bonne question. Il y avait une autre question sur quoi, déjà?
Parce qu'on ne les voit pas, les questions. En tout cas, là, il y en a une sur quel budget total consacre à la communication d'influence. Elle est directement pour vous, celle-là. Ouais. Je me permets du coup de vous la lire. Et il y en avait une autre tout à l'heure qui était... Sur le plan de vigilance, c'est ça? Il y avait le plan de... Vigilance. Moi, je veux bien prendre le plan de vigilance aussi. Donc, c'était celle de tout à l'heure. Le plan de vigilance, donc, qui découle de la loi hein, sur le devoir de vigilance, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui est concomitante à la loi Sapin 2. Donc, le plan de vigilance, en fait, impose à certaines multinationales, dont Total, de publier chaque année un plan de vigilance couvrant les impacts de cette multinationale sur les droits de l'homme, la santé, l'environnement, la sécurité, la sûreté, c'est à peu près ça. Et donc, sur cette base-là, en fait, bon, Total avait commencé ce travail avant la publication de la loi, donc on pense que c'est une bonne chose, en fait, et on a publié de manière volontaire un rapport sur les droits de l'homme. Donc, vous allez sur Google et vous faites Total et vous pouvez voir le rapport sur les droits de l'homme. Et le rapport qu'on a publié, donc, c'est les impacts que le groupe Total peut avoir sur les droits de l'homme. Donc, les impacts saillants sur les droits de l'homme. La santé en fait partie d'ailleurs. Et du coup, en gage de transparence, en fait, hein, on a mené plusieurs ateliers dans plusieurs pays, parce qu'on mène des activités qui sont dangereuses hein, par nature. Hein, l'activité extractive peut avoir un impact sur la santé. Donc on a mené plusieurs ateliers dans plusieurs pays, en incluant d'ailleurs des représentants de la société civile, et on est arrivé à une liste d'impacts saillants sur les droits de l'homme qu'on a rendu public en expliquant ce qu'on essaye de faire pour y remédier. Et encore une fois, c'est pas parfait, hein, c'est un work in progress comme on dit, et donc le rapport est public en tout cas, et a été actualisé récemment. Donc oui, la loi devoir de vigilance est une bonne chose. Après, je pense que, il faudrait pas que ça concerne que la France. Il faudrait que ce soit un débat beaucoup plus général. Il y a d'ailleurs un mouvement qui commence à se faire au niveau européen sur le sujet. Il y a également des débats au niveau de l'ONU qui seront peut-être plus longs à aboutir parce que ça prend du temps. Merci beaucoup. Je vais prendre encore quelques questions. Il y avait Madame. Je vous passerai la parole. Monsieur aussi. Et il y en avait une qui est sortie du champ. Bon, on va très bien. Donc il y a plein de questions, c'est bien. On va rester là jusqu'au bout de la nuit. Allez-y, madame, je vous en prie. Bon, c'est bien. Bonjour. Je voulais vous demander comment faire émerger de manière obligatoire un lobby de la part de la société civile dans les groupes de travaux des organisations internationales. Parce qu'en ce moment, moi, j'étudie la question des règlements des différends entre investisseurs et États. Et il y a en ce moment des sessions à New York et à Genève par un groupe de travail de la CNUSID qui tâche justement de voir si on va réformer ce mécanisme et de travailler à en fait, l'institutionnalisation d'une cour multilatérale des investissements. Et en fait, lorsqu'on voit qui travaille dans ces groupes de travaux ou même qui sont les leaders des différents groupes, ce sont des personnes qui sont rémunérées par ce système d'arbitrage et il n'y a pas d'acteurs de la société civile. Donc, comment faire? Merci. Merci. Monsieur, je vous en prie. Merci, bonsoir. Moi, j'ai une question d'ordre technique qui est destinée plutôt aux représentants des ONG. Quand on construit une position pour la défendre, ça prend du temps. Ça demande d'échanger les documents, voire de les partager. C'est quoi les précautions que vous prenez pour qu'ils ne soient pas interceptés à un moment donné par vos adversaires, si on peut les désigner ainsi? Est-ce que vous les partagez sur Google Drive? Enfin, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que vous avez déjà été intercepté? Est-ce que vous prenez des précautions particulières pour ne pas l'être? Merci monsieur, madame, je vous en prie. Oui, bonsoir. Je rebondis sur l'excellente question très concrète et précise. Donc soyons concrets et précis. Quel budget Total consacre à la communication d'influence? Encore une question ici, après alors, je suis désolée, je vais revenir sur la question de la charte éthique et de la communication parce que je pense, ma question, je pense, a été mal saisie. En fait, justement, le fait de faire une charte éthique, c'est aussi pour, je pense, les sociétés, c'est une occasion de faire de la communication un peu RSE, responsable, genre, regardez, on a des bonnes pratiques. Mais comment on sait, en fait, que cette charte, elle est respectée? Parce que c'est ça, justement, en fait, le problème, quand il n'y a pas d'encadrement vraiment légal, c'est qu'il n'y a pas aussi moyen de réguler si ces actions elles sont vraiment menées. Donc voilà, c'est pour revenir sur ma question, parce que c'était un peu plus que juste la charte éthique. Alors moi j'ai juste deux questions, pardon.
Je vais faire bref. La première, je l'avais mise. Déjà, je voulais savoir pourquoi le lobbying était si institutionnalisé en fait à Bruxelles et peu régulé en France. Et la deuxième, je voulais savoir si on pourrait éventuellement proposer en fait de mieux encadrer le lobbying en imposant un seuil budgétaire en fait plus ou moins équitable. Consacré aux actions de lobbying pour chaque acteur en fait, à la fois public et privé. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu idéal, mais comment on pourrait être un peu plus restreindre un peu l'action en attaquant directement le budget en fait. Merci. Je vous en prie, Julie ou Karine, qui veut commencer? Ah pardon, je vous ramène un micro. Hop, hop. J'arrive au pas de course. Donc, pour revenir sur la charte, qu'elle soit lobbying ou RSE ou quoi que ce soit, dès lors qu'il y a un engagement public, puisqu'en l'occurrence elles sont publiques, qui est pris, ce qui est important, c'est de mettre en place des indicateurs de performance pour suivre justement ce que je disais, la bonne application de la charte. Donc en l'occurrence pour le lobbying, c'est pas moi qui suis directement en charge de ça, moi je suis dans le sociétal, mais mes collègues me disent qu'ils publient régulièrement la liste des associations professionnelles dans laquelle le groupe est membre, et donc quelles sont les positions de ces associations, et encore une fois font des analyses éventuelles d'écart. Si une association par exemple prend une position, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est contraire aux engagements du groupe, bah alors se pose la question de est-ce qu'on quitte cette association ou pas. Voilà, par exemple, ça c'est un des indicateurs, mais il y en a d'autres. Le fait de publier, le fait de rencontrer tel et tel parlementaire, enfin voilà, une série d'indicateurs qui suivent l'application de cette charte lobbying. Bon, après tout à l'heure vous posiez une question extrêmement générale et qui est intéressante sur les limites entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Je pense que ça mériterait tout un débat axé uniquement là-dessus. Voilà. Mais en l'occurrence sur le pétrole, la question qui peut se poser, c'est la question du changement climatique qui va bien au-delà de l'extractif et qui concerne tous les citoyens. Donc là, c'est pareil, c'est un très vaste débat dans lequel, certaines industries commencent à investir, d'autres moins, sur les énergies renouvelables. Donc voilà, ça c'est en tout cas ce qui concerne uniquement mon secteur. Mais encore une fois, on pourrait en parler longuement. Quant aux chiffres très précis sur le budget, encore une fois, je ne suis pas en charge de ça. Moi, je suis dans le sociétal, donc je ne le connais pas. Mais il y a plusieurs rapports publics qui en font état, notamment dans le document de référence du groupe qui vient d'être publié. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas... Je pense que le chiffre est un tout petit peu plus élevé que le budget que Foodwatch consacre au lobbying, et que ça leur ferait tout drôle si on disait qu'on doit faire tous pareil, je vous le dis. Mais bon, parce qu'en effet, c'est David contre Goliath. Et il y a un manque de transparence des données de qui les décideurs politiques au niveau européen ou national rencontrent, mais il y a des ONG qui font un super boulot. Il y en a une qui s'appelle Corporate Europe Observatory, pour ne pas la nommer, qui fait un super boulot à Bruxelles, et quand ils arrivent à collecter des données et qu'ils publient, eh ben on a tout de suite tel responsable politique a rencontré 75% de représentants d'intérêts d'entreprise et 15-25% de sociétés civiles et syndicats, dans le meilleur des cas. Donc il y a un rapport de force et les moyens n'y sont pas pour rien. C'est pour ça qu'il faut mettre encore une fois des règles, et puis il faut dénoncer quand il y a des débordements. Je répète, tout le monde ne déborde pas tout le temps, mais oui, il y a des débordements et c'est bien là-dessus qu'il faut s'atteler. Votre question sur le règlement des différents investisseurs, voilà, c'est ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage, n'est-ce pas? C'est ce qui permet à des investisseurs privés, étrangers, d'attaquer des décisions politiques sous le prétexte qu'elles pourraient remettre en question des intérêts, des bénéfices d'entreprise. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas la société civile. Là encore, on est dans un rapport de force. Et donc, effectivement, dans tous les mécanismes, dans toutes les institutions, à tout, en fait, c'est une question de démocratie. Je parlais tout à l'heure que je disais, c'est un sujet de société. C'est une vraie question de démocratie aussi. Dans les nouvelles institutions, dans les nouveaux mécanismes qui se mettent en place, que ce soit sur les investissements, les accords de commerce, mais tout, en fait, les pesticides, tout, les droits des travailleurs, tout. Alors, il faut qu'en effet, il y ait un minimum de représentation de la société civile à tous les niveaux, ce qui n'est pas le cas, et d'une société civile indépendante, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, sur votre question sur les documents, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on donne, est-ce qu'on s'en fait intercepter?
Alors ça dépend, je vais vous dire. Très sincèrement, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on défend? Il n'y a rien à cacher là, on doit être exemplaire sur la transparence. Moi je demande à tout le monde, je passe ma journée à réclamer à tout le monde, à commencer par les entreprises et les responsables politiques, d'être transparents. Donc nous devons aussi être transparents, et nous avons d'ailleurs des règles là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on demande quand on va voir un député ou un sénateur? Exactement ce qu'il y a sur notre site internet. Que le logo nutritionnel soit adopté par tout le monde et soit rendu obligatoire, qu'il y ait une interdiction de la publicité qui cible les gamins pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés, donc rien à cacher là-dessus. Et donc ça peut être intercepté, mais d'autant plus qu'on le rend parfaitement public. Les seuls moments où on va chercher à cacher quelque chose, très sincèrement, c'est parce qu'on va faire une petite action devant le siège, alors c'est pas Total pour Foodwatch, mais ça peut être une autre, où on a besoin d'un petit effet de surprise comme ça pour rajouter un petit peu de piment. Et comme on est David contre Goliath, il faut bien qu'on ait des petits outils pour comme ça arriver à créer un peu de dynamique et de rapport de force. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher, quoi. C'est juste qu'on a dit ce jour-là, on va se retrouver avec 10 militants devant le siège, et s'ils le savent, l'effet de surprise ne sera plus là. Mais on ne parle pas de la même chose. Donc voilà. Sur la charte éthique et qui contrôle, c'est tout l'enjeu des engagements volontaires. Pourquoi un engagement volontaire? C'est toujours mieux que rien, il n'y a pas de problème avec ça. C'est mieux une entreprise qui a un engagement volontaire qui va dans le bon sens qu'une entreprise qui n'en a rien à faire. Néanmoins, un engagement volontaire ne suffira jamais, parce que ça veut dire que les règles ne sont pas les mêmes pour toutes les entreprises, et que, in fine, il y a une vraie question de qui contrôle. Qui contrôle qu'un engagement volontaire est tenu? Eh bien, je vous le dis, il y a des engagements volontaires, ça s'appelle le EU Pledge, pour plein d'entreprises de la malbouffe, sur justement le fait de ne pas faire de marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Nous l'avons documenté, ils ne le font pas. Voilà. Oui, alors déjà rapidement sur... Ouais, d'accord. Une petite série de questions supplémentaires. Ok. Bon, sur la question d'intercepter, allez-y, piratez ma boîte mail. Effectivement, 90% de ce qui est de son contenu, c'est soit et déjà sur le site internet de Transparency, ou alors c'est des emails d'organisation de réunion. Non, mais par contre, on a une plateforme plus sérieusement de traitement des signalements des victimes et témoins de la corruption, donc un CAJAC, où d'ailleurs vous pouvez, si vous êtes vous-même victime ou témoin de la corruption, vous adresser à ce CAJAC. Et là, par contre, on a une plateforme sécurisée. On est partie civile dans des grands procès, comme le procès des biens mal acquis, si vous en avez peut-être entendu parler. Donc là, on a des procédures de sécurisation et même des silos en interne pour que la confidentialité soit assurée, même en interne. Donc là, on est très sérieux. Mais alors, pour ce qui est du plaidoyer, allez-y, piratez ma boîte mail, il n'y a rien de caché. Alors après, oui, quelle était la question ? Je reprends. Sur les organisations internationales, en fait, ça dépend des organisations internationales, mais pour ce qui est de Transparency, il y a un siège à Berlin dans lequel il y a une équipe de la Global Advocacy. Et alors, Transparency fait plutôt du plaidoyer sur OCDE, FMI, G20, enfin ce genre d'institutions. Et au G20, c'est assez intéressant, c'est très institutionnalisé, au contraire, la présence de la société civile. Il y a ce qu'on appelle un C20. Donc, c'est les organisations de la société civile qui négocient de leur côté. Il y a aussi un B20, alors là, c'est les organisations, les entreprises. L20, alors ça, c'est les syndicats, etc. Je crois que c'est en train d'être documenté par des chercheurs et je pense que c'est intéressant de lire des choses sur ce modèle, mais ça existe en tout cas au niveau du G20. Concrètement, ça se traduit comment par, pour ce qui est en tout cas de la stratégie de plaidoyer de transparence au niveau mondial, va essayer du coup de chercher des alliances avec les autres types d'acteurs. Donc par exemple des papiers de position communs entre le C20 et le B20 sur par exemple les partenariats publics-privés, la transparence des marchés publics, ce genre de choses. Donc ça peut être organisé de cette manière-là. J'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien ou pas bien, mais peut-être un modèle qui peut vous intéresser à creuser. Et après, alors sur les limites intérêt privé, intérêt général. Parfois c'est très clair. Parfois, c'est moins clair. Je vais prendre un exemple. Le recyclage. Le recyclage, c'est-à-dire l'économie circulaire, c'est un énorme morceau de lobbying. Il y a une loi en ce moment qui veut réformer l'économie circulaire, c'est un nid à lobbying. Le recyclage, en apparence, intérêt général, on va mieux recycler, etc. Mais derrière le recyclage, il y a des intérêts privés,
d'ailleurs assez concentré. Il y a des intérêts de finances publiques, donc les associations d'élus, qui par ailleurs sont exclues du registre des représentants d'intérêt, enfin exemptées, sont très actives parce qu'elles veulent récupérer, elles veulent que financer en fait la collecte des déchets, etc. Enfin, en fait, le recyclage c'est un élément intéressant qui montre qu'en fait parfois la frontière entre intérêt général et intérêt privé, notamment sur les questions environnementales, parfois est un peu plus compliqué. Et par ailleurs, sur d'autres sujets, je reviens aux questions alimentaires. Un exemple que j'ai en tête, une proposition de loi sur le sucre qui visait en fait à harmoniser les taux de sucre qu'il y avait dans les produits en outre-mer et en métropole, puisque pour un certain temps, il y avait plus de sucre dans une canette de coca vendue dans les outre-mer que dans une canette de coca vendue en métropole. Cette proposition-là, elle a été débattue à deux moments, en 2011 et ensuite en 2013, alors que le député qui l'avait posé d'abord en 2011 était entre-temps devenu ministre des Outre-mer. Finalement, quand on lit les débats parlementaires, c'est vraiment très éclairant. À chaque fois, le lobby des ONG et le lobby du sucre, voilà, des industriels, s'expriment, ils disent bah voilà, ça va poser tel et tel problème. Sauf qu'en 2011, on a une majorité qui dit en fait quand même soyons raisonnables, ça va paralyser des réseaux de distribution, des réseaux industriels, c'est pas très sérieux, reste tomber, voilà. En 2013, changement politique, là au contraire le sujet est porté. Et là, en fait, les débats parlementaires sont très intéressants parce que les parlementaires disent on a été assaillis par les lobbies qui n'arrêtaient pas d'essayer de nous rencontrer. À la fin, ça les empêche pas de prendre la décision. Et en l'occurrence, d'harmoniser les taux de sucre. Je trouve que cet exemple il est assez intéressant parce qu'on oublie peut-être dans toute cette conversation que, in fine, celui qui prend la décision est celui qui, du coup, est garant de, alors si ce n'est l'intérêt général, la volonté générale telle que issue des élections, enfin, ça nous amènerait sur des débats plus philosophiques, mais ça reste le décideur public. Et là, on parle que des lobbyistes, mais en réalité, on parle peu du décideur public alors qu'il y a. Juste un dernier mot sur les chartes éthiques. Les chartes éthiques, moi de temps en temps j'interviens dans des formations à la demande d'entreprises où il y a parfois des directeurs, enfin des personnes qui travaillent dans le département affaires publiques. Le département affaires publiques, c'est le lobbying au sens classique dans une entreprise. En général, ils savent à peu près de quoi il s'agit, etc. En fait, les interactions dans un grand groupe, surtout dans un grand groupe qui a beaucoup de ramifications, qui est très décentralisé avec des filiales, les interactions avec les pouvoirs publics, elles peuvent se faire par des gens dont c'est pas le métier principal. Par exemple, un directeur d'usine, un directeur de filiale, enfin voilà. Et finalement, il n'y a pas forcément une connaissance très fine de ce que c'est, à quel moment on est dans la zone grise, à quel moment, au contraire, on a franchi la ligne rouge et là, on n'est plus en zone grise, on est en ligne rouge. Quels sont un peu les réflexes éthiques, les questionnements qu'on doit avoir quand on se retrouve face à un dilemme. Les chartes éthiques, clairement, ça suffit. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est nécessaire mais pas suffisant. Mais en revanche, ça peut aider quand même, ne serait-ce que par exemple un collaborateur à qui son supérieur hiérarchique demande de faire quelque chose qui n'est pas éthique. Ça permet aussi à la personne de dire non, en fait, c'est pas conforme au groupe. Là, je peux pas. Enfin, je pense vraiment qu'on est en train d'enfreindre quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de naïveté autour de cette table sur la portée des chartes éthiques, mais c'est pas non plus faire de la com sur une charte de lobbying éthique. Bon courage. Je pense pas que ça fasse la une d'un journal. Merci. Bon, c'est vrai, je vais me permettre un petit commentaire. Parfois, quand même, les chartes éthiques sont un peu du window dressing, comme on dit en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est de vérifier les actes. Je vous en prie. Et je vais prendre encore quelques questions et en lire quelques-unes. Bonsoir, merci Elsa pour ce qu'elle vient de dire, parce qu'effectivement, moi je trouve le débat très très intéressant, mais maintenant avec ce que vient de dire Karine et ce qu'a dit Elsa, on est vraiment dans le cœur, c'est-à-dire qu'il y a des entrecroisements et des oppositions. Le lobbying, il n'y a pas des bons lobbyistes et des méchants lobbyistes. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc j'ai trois petits commentaires et puis une question. Petit commentaire, moi je suis ancien chercheur et je suis aussi avocat. Il y a une direction des affaires publiques, alors des avocats de Paris, ils font du lobbying. Et bien entendu, quand ils font du lobbying, notamment au Parlement, sur les textes sur la justice, ils le présentent comme défendant l'intérêt général. Le ministère de la Justice considère qu'il défend les intérêts corporatistes. Et il n'a pas toujours tort d'ailleurs. Donc c'est pas aussi simple effectivement que ça, mais il appuie toujours sur la défense de l'intérêt général et pas sur la défense des intérêts professionnels. Et deuxième petit
commentaire sur l'initiative d'industrie extractive dont Julie a parlé. Moi, je trouve que c'est une initiative tout à fait remarquable. Je rappelle qu'elle vient effectivement, comme elle l'a dit, d'une ONG. C'est d'autant plus intéressant que les entreprises maintenant qui y participent, jusque-là, étaient régulièrement challengées par le fait qu'il y en a des tas d'autres qui n'y participent pas. La plupart des compagnies pétrolières russes ou minières, malaisiennes, indonésiennes, brésiliennes, il y en a encore plein d'autres qui n'y participent pas. Donc, elles en ont strictement rien à faire. Donc, elles continuent des pratiques, effectivement. Et donc, c'est pas évident. Et donc, en fait, dans une certaine mesure, il y a une sorte de lobbying ONG à appuyer, effectivement, les entreprises qui participent et à obtenir qu'il y en a de plus en plus qui participent. Là aussi, c'est pas si simple. Un autre exemple d'entrecroisement aussi, pour être provocateur, les ONG de lutte contre le sida en France sont extrêmement efficaces vis-à-vis des pouvoirs publics sur le financement de la France au Fonds mondial. Bon, je rentre pas dans les détails pour ceux qui savent de quoi il s'agit. C'est des centaines de millions d'euros chaque année. Il y a un certain nombre d'autres ONG qui considèrent que cet argent pourrait être un tout petit peu mieux réparti, de leur point de vue, sur d'autres initiatives de santé également. Mais le poids des ONG, du lobby, si l'on veut, des ONG de défense des malades du sida est tel que les pouvoirs publics n'ont jamais bougé là-dessus depuis des années, en dépit, effectivement, d'autres actions. Et ce que tu as dit sur l'arbitrage, il faut faire très attention à quelque chose, c'est que effectivement, dans beaucoup de pays, la justice elle n'est ni indépendante ni libre. Et donc les conflits entre des entreprises qui peuvent avoir des intérêts légitimes à défendre et les États, c'est ce que tu as dit, mais il faudrait quelque chose sur les ONG ne développe pas suffisamment à mon sens, c'est comment effectivement la société civile pourrait être plus présente dans les instances d'arbitrage. Mais en soi, l'instance d'arbitrage, c'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Alors, j'ai une question pour Karine et pour Elsa, un peu provocatrice. À partir du moment où les ONG sont aussi des lobbyistes, font aussi le lobbying, doivent-elles s'inscrire sur le registre présentant effectivement les groupes d'intérêt, les défenses, doivent-elles s'inscrire sur ces registres ou pas? Merci beaucoup. Je vais lire une question, après je vous donne la parole, madame. Peut-on vraiment parler de lobby éthique lorsque les actions et les objectifs de l'organisation ne le sont pas? Je pense que ça sera pour vous, a priori, Julie. On peut imaginer en tout cas. L'ITIE exclut certains pays car non conformes éthiquement. Vous êtes présent notamment au Brésil sur un projet d'extraction récif corallien. Explication. Voilà, madame, à vous la question et ensuite on fera un dernier tour de réponse, s'il vous plaît, synthétique, et je laisserai la parole ensuite à Michel pour rassembler un peu toutes les idées qui ont été partagées. Merci. Vous allez m'en vouloir parce que j'ai 3 questions en fait. Allez, c'est bon, je balance. Alors, je travaille pour une ONG de défense des droits de l'homme, Euromedroit, et donc ma première question pour les 3 intervenantes, c'est la différence, à votre avis, entre lobbying et plaidoyer. Est-ce que c'est juste une question de synonyme linguistique ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent derrière? Question de l'accès et l'équité de l'accès en termes de lobbying. Quelque chose que je remarque dans ma vie professionnelle, c'est qu'on a l'accès parfois, notamment au niveau européen, dans certains pays plus vertueux, on a l'accès, on est entendu, mais cet accès-là, on l'a seulement pour une catégorie de personnes, de fonctionnaires, c'est-à-dire les conseillers qui s'occupent des droits de l'homme, par exemple, mais on n'a pas le même accès quand il s'agit, par exemple, de ministère de la Défense, quand il s'agit de effectivement question d'armement ou question aussi d'alimentation. On n'a pas le même type d'accès et du coup, forcément, même si on ne peut pas revendiquer qu'on n'en a pas, au final et in fine, la décision est faussée. Comment, vous les ONG, vous appréhendez cette problématique? Et puis, dernière question, peut-être toujours plus pour les ONG, mais peut-être les entreprises sont intéressées aussi, la question de l'open source et donc les données à un accès public. Est-ce que cela, c'est un volet en fait qui est porteur de quelques solutions? Est-ce que vous intégrez cette question, cette revendication dans votre plaidoyer pour un lobbying plus éthique? Merci. Merci. Julie, peut-être? Oui, alors il y avait plusieurs questions. Hein. La première, elle était très générale, c'était quoi? Sur la charte éthique sur la contradiction
en fait, le fait de faire du lobbying éthique et d'avoir une pratique industrielle qui elle-même n'est pas forcément totalement éthique, dans le sens où, par exemple, elle peut avoir un impact sur l'environnement. Oui, certes. Alors, c'est toute la question aussi, on revenait à ce que vous disiez tout à l'heure sur les limites entre l'intérêt général et l'intérêt privé, hein, ce qui revient un peu à ça. Bon, malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui ont des voitures, qui prennent l'avion, etc. Hein, bon. Hélas, c'est un grand débat. Et néanmoins, la dimension de l'environnement doit quand même être prise en compte. D'où le fait que certaines multinationales, dont Total, investissent maintenant de plus en plus dans les énergies renouvelables. Bon, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a une nouvelle branche au sein du groupe qui est maintenant dédiée aux énergies renouvelables et notamment à l'énergie solaire. Donc de plus en plus, le groupe Total, et il n'est pas du tout le seul, s'oriente vers les sources d'énergie renouvelable. Voilà. C'est pas encore le core business du groupe comme on dit, néanmoins c'est une tendance de plus en plus générale. Donc ça c'est un vaste débat et c'est pareil, on pourrait en parler des heures. Après il y avait une question sur le Brésil et l'ITIE. En fait, pour ceux qui connaissent pas l'ITIE n'exclut personne. Hein. Donc tous les États qui veulent y être sont bienvenus et ça rebondit sur le point que vous disiez tout à l'heure. C'est plutôt des États qui ne veulent pas y aller ou des entreprises qui ne veulent pas y aller sur lesquelles ça serait utile de mettre une pression. Et donc là, la société civile a bien sûr un rôle positif à jouer. Mais sur le Brésil, donc encore une fois, le Brésil n'est pas en soi exclu. L'initiative fonctionne de telle façon que un État sera déclaré conforme s'il a suivi un certain nombre de règles et pour démontrer sa volonté de s'inscrire dans une meilleure gouvernance et une lutte pour la transparence en fait. J'ai en tête notamment l'exemple de la Birmanie qui pendant longtemps refusait de s'inscrire dans cette initiative et petit à petit est devenu État observateur et puis s'est inscrit dans ce cycle d'acceptation vers la transparence. Donc là, il y a des actions communes qui peuvent être menées entre les pétroliers et la société civile, donc un lobbying entre guillemets éthique, pour convaincre certains États de rejoindre l'initiative. Voilà, ça prend du temps et c'est pas gagné. Merci. Karine, rapidement sur... Oui, quelques points rapidement. Merci pour ces questions qui animent. Sur les tribunaux d'arbitrage, la question n'est évidemment pas d'enlever les droits des investisseurs. Des investisseurs qui investissent dans plein de pays dans le monde ont des droits, doivent avoir des droits. Et donc, quand ils investissent dans des pays où la justice peut-être est moins bien équipée qu'ailleurs, où il y a des problèmes de gouvernance, bien sûr qu'ils doivent avoir des droits. Mais ça, c'est déjà prévu par l'Organisation mondiale du commerce, etc. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Ce qui n'est pas acceptable, c'est quand, sous prétexte de donner des droits aux multinationales, on leur donne des droits exclusifs et plus forts que ce qui est la norme. Ça veut dire quoi? Ces tribunaux d'arbitrage, pour bien comprendre, s'il y a un problème entre un investisseur qui a investi quelque part et un État, il n'y a que l'investisseur qui peut se servir de cet outil supranational. Aucun citoyen ne peut faire appel au même tribunal pour dire « l'investisseur ne respecte pas ses engagements ». Aucun État ne peut faire appel à ce tribunal d'arbitrage. C'est un droit exclusif pour les multinationales. Et ça, c'est déséquilibré. Et c'est là que je dis qu'il y a encore une fois un rapport de force entre l'intérêt privé d'une multinationale et l'intérêt général de citoyens ou d'autorités publiques. Et donc, c'est pas normal de donner un droit à des intérêts privés et pas au moins les mêmes droits à des intérêts publics. C'est là qu'il faut rééquilibrer les choses. Est-ce qu'il y a des bons lobbyistes, des mauvais lobbyistes? Non, et j'espère que mon discours n'était pas si manichéen. J'ai quand même tenté de dire, bien sûr, tout le monde n'est pas mauvais. Et surtout, ne critiquons pas des entreprises qui défendent leur intérêt privé. C'est leur boulot, c'est leur nature. Ce ne sont pas des associations de loi 1901, ce ne sont pas des députés. Donc, ils défendent leur intérêt privé. Tout ce que je dis, c'est, si on veut parler d'éthique, alors commençons à mettre des règles et commencer à me démontrer qu'en défendant l'intérêt privé, il y a quand même une limite qui s'appelle ne pas empiéter sur l'intérêt général. Ça ne doit pas être l'intérêt privé au détriment de l'intérêt général. On peut revenir sur plein de cas. Il y a eu plein de scandales, on le sait, de privatisation de l'eau dans plein de pays où les gens n'avaient plus accès, les plus pauvres n'avaient plus accès à l'eau potable parce que du coup la privatisation avait fait monter les prix. Il y a plein de situations où l'intérêt privé empiète sur l'intérêt général. Et c'est là qu'il faut dire non. Et comme on ne va pas compter sur toutes les entreprises, encore moins toutes les malaisiennes et les autres qui ne vont même pas dans les processus volontaires qui ne suffisent pas, donc il faut des règles. Ensuite, sur le registre, le registre des associations,
Bon, toutes les associations manifestement sont pas d'accord. Moi, je vous l'ai dit, je pense que quand on exige des autres quelque chose, il faut commencer par être exemplaire soi-même. Donc à Foodwatch, nous avons des règles internes, nous avons des règles de transparence de nos financements. Et oui, nous sommes inscrits sur ce registre tout simplement parce qu'on n'a rien à cacher, c'est la règle et c'est de la transparence. Et donc on le fait bien volontiers pour montrer l'exemple. Alors nous aussi on est inscrit sur le registre des représentants d'intérêt et plus généralement on promeut une définition large de lobbying pour ce registre des représentants d'intérêt, c'est-à-dire que tous les acteurs qui exercent une action d'influence devraient être inscrits sur ce registre. Or il y en a qui sont exonérés, donc ceux qui sont exonérés ça va être les associations d'élus, les syndicats et les associations cultuelles. D'ailleurs peut-être un pont entre cette question et la question de la différence entre plaidoyer et lobbying. Là, on a parlé beaucoup d'enjeux environnementaux, de santé, où il y a finalement des enjeux industriels, des enjeux de santé publique et d'environnement qui se confrontent. Par nature, c'est anxiogène. On voit bien qu'il peut y avoir une volonté, ou en tout cas des visions qui cherchent à placer une ligne rouge. Mais parfois, on est sur des questions sociétales en réalité. Et quand il y a eu les associations cultuelles, c'était assez intéressant. Les associations cultuelles, elles étaient, dans la loi Sapin 2, exonérées partiellement de reporting sur le registre de la haute autorité. Pardon, mais associations cultuelles, je parle des cultes, donc les associations religieuses. Elles étaient exonérées, enfin elles devaient s'inscrire sauf pour tout ce qui concerne les relations avec le ministère de l'Intérieur, donc en gros ce qui relève de la loi de 1905. Bon. Elles ont fait, en tout cas elles ont réussi à obtenir d'être totalement exonérées, donc elles n'ont plus du tout d'obligation de faire de reporting sur leurs actions d'influence. Et le débat est assez intéressant parce que, en gros, c'est là en fait on en revient. Est-ce que la vraie définition du lobbying, c'est pas celui qui essaye d'exercer une action d'influence mais qui n'est pas d'accord avec moi? Sur les questions sociétales, finalement, il y a, on va entendre des expressions comme le lobby LGBT, le lobby catholique, le lobby environnemental, le lobby. Nous, on nous appelle des fois les transparencistes. Enfin, voilà. Finalement, on est toujours le lobby, le lobby de quelqu'un. Et donc, est-ce qu'il y a une différence entre lobbying et plaidoyer? Ça dépend en fait si on parle nature de l'organisation, nature de l'objectif défendu. Oui, si on parle pratique, façon de faire, action d'influence, il y en a beaucoup moins. Les pratiques sont les mêmes. Et d'ailleurs, des pratiques de mobilisation, par exemple, que traditionnellement on associe aux ONG, les happenings devant le ministère, comme tu en as parlé, en fait, des intérêts privés peuvent aussi le faire. Et là, je reviens sur la question de lobbying des avocats. Pendant la loi Macron de 2015, donc, qui était une loi qui avait notamment comme objet de travailler sur différentes professions réglementées. Alors ouais, c'était festival de lobbying des professions réglementées qui avaient donc des intérêts à défendre, mais alors elles ont utilisé aussi ces professions réglementées des techniques qui s'apparentent un peu à celles des ONG. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, les buralistes avaient déversé des carottes devant le ministère de l'économie, puisque les carottes ça ressemblait un peu aux losanges des buralistes. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a quand même des actions qui peuvent être similaires, de la même manière que les ONG peuvent être très professionnelles dans leur lobbying institutionnel, comme une direction affaires publiques. Merci beaucoup pour ces réponses. On arrive à la fin de ces échanges, de ce débat. Je vais laisser la place à Michel qui va tenter, c'est pas facile, hein, l'exercice n'est pas facile, tenter de nous résumer un petit peu la nature des échanges. Je voulais d'ores et déjà vous remercier toutes les trois d'être venues pour partager votre avis, votre expérience, vos perspectives. Je pense que ça permet à tout le monde de mener la réflexion plus loin. Et compte tenu du nombre de questions auxquelles on n'a pas encore répondu, je pense qu'on pourra en faire un deuxième sur un sujet beaucoup plus précis, un lobby éthique, je ne sais pas, peut-être dans le cadre des industries extractives, par exemple. Voilà, merci, je laisse la parole à Michel. Effectivement, très riche et des intervenants et aussi une audience très interactive. Je vais essayer d'être vraiment très bref et de prendre du recul sur la question qui était essentielle. Un lobbying peut être éthique. Alors, le lobbying, c'est clair, c'est un outil. C'est un outil parmi d'autres outils de communication d'influence.
Karine nous a rappelé une question qui est selon moi vraiment critique, cruciale dès le départ. Ce qui va définir en fait le lobbying, c'est aussi c'est l'acteur, parce que en fait la question critique c'est à qui cela profite. Et là on a des intérêts différents, divergents. On a des intérêts, alors tout d'abord privés et publics, hein, c'est la cristallisation autour de laquelle on s'est retrouvé. C'est aussi la nature de ce débat ce soir avec Julie, avec Elsa. Je veux quand même aussi saluer le rôle de Julie, hein, quand même très courageux dans cette audience qui est quand même un peu militante. Mais l'audience nous a aussi rappelé qu'il y a d'autres types d'intérêts, comme les intérêts corporativistes, Monsieur Riffman. Et ça, en fait, ça ajoute de la complexité. Comment ces différents intérêts, en fait, se chevauchent entre eux et s'influencent entre eux. Alors, Julie nous a rappelé quand même, il y a des outils qui nous permettent de garantir une certaine éthique. C'est assez marrant que ce soit Julie qui nous le rappelle, mais parce que je pense que d'un point de vue des moyens, certainement Total a beaucoup plus de moyens que le secteur public, le secteur corporativiste, mais la transparence et la gouvernance. Alors ça, c'est clair. C'est autour de ça que le jeu des acteurs se fait. Alors, la transparence, Elsa, Karine, nous rappelle, c'est une condition qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et d'ailleurs, elle peut être aussi manipulée. Et fondamentale, donc du coup, ça revient à la deuxième condition, qui est la gouvernance. Karine nous rappelle, il nous faut des règles, il nous faut un cadre. Et je pense que c'est la gouvernance, en fait, le territoire dans lequel le jeu des acteurs, des lobbyistes se fait. Et d'ailleurs, ça, c'est tellement patent qu'à un moment donné, c'est clair que c'est autour de la gouvernance que le rapport de force se joue, fondamentalement. Mais du coup, la question devient aussi hyper complexe. Comment ces intérêts privés, ces intérêts publics, ces intérêts corporativistes, en fait, du coup, définissent leur stratégie de communication d'influence pour impacter la gouvernance. C'est là où il y a encore un autre degré de complexité. Et là, ça devient vraiment très complexe. Ça veut dire qu'on a des groupements d'intérêts qui vont faire en sorte d'influencer la gouvernance afin d'influencer le lobbyisme lui-même. On est donc sur une énorme complexité. Et du coup, moi, je conclus parce qu'il y a beaucoup de questions de l'audience autour des chartes éthiques et je me suis dit, ben, en fait, du coup, la charte éthique, en fait, c'est simplement un miroir aux alouettes. Et qu'il faut vraiment faire attention à l'utilisation, en fait, de ces outils-là secondaires et avoir en fait dans l'esprit et dans notre attention à tous quand on pense de manière stratégique que le vrai enjeu, peu importe l'intérêt qui est préservé, va se faire sous le terrain de la gouvernance. Et c'est là que j'ai envie de conclure. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, ainsi s'achève cette soirée. On est encore là si vous avez des questions particulières pour les uns et les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain stand-up.